vous êtes invité d'honneur du Salon de Montréal cette année. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Hein. Vous êtes artiste hip-hop, vous êtes un des pionniers, on va dire un des vieux, finalement, hip-hoppers du Québec. Vous êtes également conférencier, historien, et je me suis aperçu aussi que vous étiez guide touristique pour Québec. Une première question rapidement. Pourquoi Webster? Ah, ça c'est dans ma jeunesse, les gens autour de moi me taquinaient parce que j'aime beaucoup lire. Puis bon, ils me disaient, ah, toi tu connais tout, tu sais tout, t'es le Webster, qui est le dictionnaire américain, c'est un peu l'équivalent de m'appeler Larousse ou Petit Robert. En fait. Deuxième question, qu'est-ce que vous appelez Sénékeb, Webster? Le Sénékeb. Oui, Sénékeb, c'est l'identité dont je m'affuble depuis longtemps, depuis plusieurs décennies maintenant, même avant d'avoir l'âge de comprendre le métissage, etc. Bien, Sénékeb, c'est vraiment mon identité double qui est Québec et Sénégal, Amérique du Nord, Afrique, qui parle de ce métissage, ou souvent dans le métissage, je l'ai vu chez certaines personnes, c'est comme s'il y a ce rejet d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, chez les Blancs, tu es trop noir, chez les Noirs, tu es trop blanc. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, va faire ou casser quelqu'un. Et donc, souvent, on va pousser les gens à faire un choix. Et moi, j'ai décidé de prendre le troisième choix. Je suis tout ça à la fois. Donc, je suis et Sénégalais, et Québécois, et Canadien, et Africain, et humain, en fait. Et alors, est-ce que c'est aussi l'une des raisons qui vous a lancé, qui vous a envoyé dans les bras du hip-hop? Parce que le Québec, vous êtes pratiquement des pionniers, on l'a dit, au Québec. Est-ce que c'est ça, finalement, le hip-hop, ou ça n'a rien à voir? Ben, ça a à voir de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je ne me retrouvais pas dans l'univers médiatico-culturel ici au Québec. C'est-à-dire que je ne voyais pas mes réalités transcrites à la télévision, je ne les voyais pas traduites à la radio, dans les films. Mais quand le rap, la culture hip-hop est rentrée dans ma vie, c'est là que j'ai commencé à m'y retrouver, à me voir des jeunes noirs créatifs qui étaient dans des milieux urbains. Et c'est comme ça que, inconsciemment, parce que ce n'est pas la réflexion que j'ai eue à 12 ans, inconsciemment, c'est ce qui m'a poussé vers le hip-hop, mais aussi d'un point de vue personnel et créatif. C'est-à-dire que je cherchais un véhicule pour faire aller ma créativité. Et le rap, c'est ce qui s'est présenté à moi. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous nous disiez, le soir où on s'est rencontrés, vous en parlez pas, vous venez d'en parler un peu, mais vous me disiez, je ne me voyais pas à la télé. Vous estimez aujourd'hui qu'au Québec, on vous voit à la télé, ou pas, enfin, pas vous, mais ce que vous représentez, votre identité, votre multiplicité d'identité? Oui, parce que ben, moi, personnellement, on me voit à la télé un peu plus. Je me rappelle que vous êtes quand même très médiatique. Hein. Mais ça change tranquillement. C'est-à-dire qu'un peu plus, on voit des personnes racisées à la télévision, on voit un peu plus des gens de différentes réalités socio-économiques, mais on n'y est pas encore. Parce que c'est une chose d'avoir plus de comédiens, de comédiennes, d'acteurs, d'actrices, mais ça prend des directeurs, des directrices, ça prend des gens au casting, ça prend des producteurs aussi. Donc, c'est dans les différentes structures derrière la caméra aussi qu'on peut contribuer à changer les choses et pas seulement changer l'image. Ouais. Alors, le hip-hop aussi, vous l'enseignez dans les écoles, je crois, au Québec, notamment à Québec. Ouais. Et alors, quel est le lien que vous faites entre l'enseignement du hip-hop à ces jeunes gens et leur apprentissage du français? Comment vous le concevez, ça? Pour moi, mon approche, c'est vraiment une utilisation créative du français à travers le rap. Parce que le rap, en soi, son outil, c'est la langue. Quelle que soit la langue qu'on utilise, l'outil principal du rap, c'est le travail d'une langue. Et moi, ça donne que je vis dans un milieu francophone. Et même avant de rapper en français, je rappais en anglais. Parce que ma génération, on ne savait pas qu'on peut rapper en français. Donc, j'ai rappé 8 ans en anglais avant de passer au français. Et donc, pour moi, le français est une langue qui est une belle langue pour travailler le rap. Je crois qu'il y a beaucoup de niveaux de subtilité en français. Il y a plusieurs mots pour décrire plusieurs aspects qui fait que j'adore ça, mais il a fallu que je travaille fort parce que quand j'ai passé de l'anglais au français, ça a été difficile. Donc, j'ai dû un peu remonter la pente. C'était plus exigeant comme écriture de chansons pour lui donner du sens? Je dirais que c'était surtout par rapport à moi-même parce que mon esprit hip-hop fonctionnait en anglais. J'étais habitué de travailler en anglais. Et donc, il a fallu que j'apprenne à retravailler en français. Du moins, de travailler une langue que je connais, que je maîtrise, mais la travailler artistiquement. Et donc, je dirais que ça m'a pris une dizaine d'années pour me sentir à l'aise.
Alors, je voulais continuer sur ce sujet de ces quartiers. En France, on dit quartiers difficiles. Est-ce qu'on dit ça aussi au Québec? Et quelle est la situation dans ces quartiers que vous connaissez? Ben, il y a cette notion de quartier difficile. On ne les appelle pas nécessairement comme ça, mais oui, on en retrouve partout au Canada, à Montréal, à Québec, qui est une plus petite ville. J'ai grandi dans un quartier où j'ai dû faire des choix. Souvent, je dis que j'ai dû faire du slalom à travers les pièges du quartier. Et donc, j'ai laissé quelques plumes, mais j'ai eu des privilèges qui m'ont permis, entre autres, j'étais à l'université, tandis que la plupart des gens autour de moi étaient incarcérés. Et eux m'ont poussé vers l'université. J'ai des parents qui étaient stricts, qui m'ont poussé à l'université, mais même les gars du quartier étaient comme « Bro, t'es notre espoir, tu comprends? Toi, t'es à l'univ, nous, on est derrière les barreaux, vas-y. » Et donc, j'ai eu pour moi cette chance d'avoir des gens qui étaient judiciarisés, qui trempaient dans un certain système, mais qui reconnaissaient la force de l'éducation et qui reconnaissaient mon aptitude à être éduqué, à lire, à faire de la musique. Et donc, jamais qu'ils ont essayé de m'amener dans le piège. Ils m'ont aidé à éviter ces pièges-là, justement par respect pour ça. Et ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement. Je suis conscient qu'on ne le retrouve pas partout. Mais j'ai eu des gens qui ont eu cette présence d'esprit, de comprendre que ça pouvait me nuire au final. Vous étiez finalement une fierté, peut-être, de ce quartier-là. Et est-ce qu'une question que je prolonge, est-ce que vous avez été le modèle de jeunes gens aussi qui ont peut-être eu envie ou qui ont déjà accédé à l'université suite à votre parcours, à vous, votre médiatisation? Est-ce que ça a donné l'envie aussi à des jeunes gens de le faire? Oui, il y a des gens qui me l'ont dit, que je les ai aidés à faire des choix. Comme que moi, j'étais influencé par des rappeurs comme Nas, comme RZA dans le Wu-Tang, qui étaient des rappeurs intellectuels qui m'ont montré que je pouvais rapper à propos d'histoire, de philosophie, je pouvais rapper à propos de politique et d'être dans le milieu dans lequel je baignais. Et donc, il y a des jeunes qui m'ont dit l'influence positive que j'ai pu avoir sur eux, mais même des personnes de mon âge, des amis proches, qui finalement étaient comme, écoute, ton parcours m'inspire parce que justement, tu es passé à travers tout ça, mais tu n'as jamais renié d'où tu venais. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, que les gars avec qui je roulais dans le temps, qui sont comme, tu nous as jamais renié, quand même, ça pouvait être négatif pour ta carrière, tu as quand même reconnu d'où tu venais et avec qui tu as grandi. Et ça, je sais que pour plusieurs, ça leur a donné cette force de traverser ce moment de négativité dans leur vie qui est l'incarcération. Alors vous avez une passion, même on va dire que c'est même un job maintenant, un travail, l'histoire. Qu'est-ce que vous défendez comme idée aujourd'hui en histoire? On sait que vous êtes très engagé sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous défendez rapidement pour nos lecteurs français, pour qu'ils comprennent mieux quel est votre combat aujourd'hui, votre travail? Moi j'ai étudié en histoire à l'université et il y a une histoire que j'ai jamais vue et qu'on n'apprend pas ici au Québec. C'est l'histoire de la présence afro-descendante et de l'esclavage ici depuis le début de la colonie française, depuis le début des années 1600. Par exemple, le premier Africain à vivre de manière permanente ici arrive en 1629. Il s'appelait Olivier le Jeune et est arrivé ici en tant qu'esclave. Et donc, pour la plupart des gens ici, la présence africaine ou afro-descendante se situe seulement au 20e siècle, quand pourtant il y a une présence ici depuis plusieurs siècles. Et donc, quand je suis tombé sur ces informations-là, j'ai trouvé ça premièrement extrêmement passionnant, mais je me suis dit aussi, il faut transmettre, communiquer ces informations-là. Et donc, j'ai commencé à chercher, à étudier cette histoire-là. Puis par la suite, j'ai commencé par rapper, parce que c'est le véhicule que je possédais à l'époque. Ensuite, sont devenues des conférences. Mes conférences de visite guidée, toujours pour mieux faire connaître. J'avais récemment une exposition au Musée des Beaux-Arts à propos des esclaves en fuite. Je viens de publier un livre jeunesse à propos d'Olivier le Jeune, le premier esclave ici, ou au-delà de son statut d'esclave, le premier Africain ici. Et donc tout ça pour pouvoir pénétrer plusieurs couches différentes de la société pour rendre accessibles ces connaissances-là et les sortir des livres, parce qu'il y a des livres qui existent, mais ça demeure spécialisé. Donc j'essaie d'être un pont, parce que même si je veux faire un parallèle avec la France, je veux dire, il y a une présence afrodescendante en France depuis beaucoup plus longtemps qu'on se l'imagine. Les gens, quand ils pensent à la France, ils pensent à l'arrivée des années 50, 60, mais même dans les années 1700. On pense juste à Chevalier de Saint-Georges, le grand compositeur de musique classique et escrimeur.
qui était un Antillais, métissé, qui était là. Et donc, il y a cette présence qu'on oublie aussi. Ça, c'est extrêmement important. Et à votre avis, pourquoi les historiens, sur cette riche histoire du Québec, ont-ils fait l'impasse sur ce que vous dites, sur ce que vous approchez comme idée là-dessus? Pourquoi ça n'a pas été plus dit dans les livres d'histoire? Pour ma part, j'ai deux pistes de recherche à ce niveau. C'est que, d'un côté, les premiers historiens à écrire l'histoire du Québec étaient racistes, tout simplement. Je veux dire, le premier à écrire l'histoire qu'on appelle l'histoire du Canada, François-Xavier Garneau, en 1845-46, écrit « Nos ancêtres français n'ont pas cru bon d'avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang ». C'est ce qu'il écrit. Et donc, il y a cette... Vous avez déjà cette notion de pureté, alors? Hein? Oui, tout à fait. Et donc, il y a cet aspect, en fait, où ces historiens ont construit l'histoire du Canada et du Québec d'un point de vue européen, qui soit anglais ou français. Et tout le reste, que ce soit les Premières Nations qui ont une présence millénaire ici, et ces Premières Nations ont été complètement évacuées, cette présence noire a été complètement évacuée. Et même, souvent, ce que je dis, c'est qu'on a passé l'étape de la négation. Parce qu'à l'époque, quand on nie, en niant, on le mentionne. Mais là, on est tombé dans l'oubli, tout simplement, dans le néant, qui est l'étape plus loin que la négation. Et donc, il y a cet aspect aussi où, avant les années 60, l'histoire était toujours l'histoire de l'homme blanc de l'élite. C'était le roi Louis XIV, l'aventurier Samuel de Champlain. Et si on parlait des femmes, c'était des femmes qui étaient des religieuses. Parce qu'on parlait de l'histoire de la religion, mais on ne parlait pas des femmes à l'époque, en histoire, avant les années 60. Que font les femmes? On ne parlait pas des paysans. Donc, il y avait cette lecture genrée, cette lecture de classe non plus qu'on n'avait pas en histoire. Et c'est seulement à partir des années 60 qu'on commence à s'intéresser à autre chose. Donc, de voir les Premières Nations autres que des figurants de leur propre histoire. De voir cette présence noire. Le premier à écrire à l'époque contemporaine sur l'histoire de la présence noire ou afrodescendante ici s'appelait Marcel Trudel, en 1960. Il va perdre son poste à l'Université Laval parce qu'il va créer un tollé autour de ça. Alors, une question, on va essayer de se projeter dans le temps, mais toujours, on va rester sur ce sujet-là. Vous avez été au début du projet, vous avez collaboré au projet Slave de Robert Lepage. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous décrypter, de votre point de vue à vous, ce qui s'est passé? Parce que ça a créé une polémique incroyable ici, au Québec. Il y a eu beaucoup de choses, même en France, il y a eu des relents, notamment au Ciel du Soleil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce spectacle pour vous, Webster? C'est quoi votre analyse de cette polémique? Premièrement, ça fait un grand tollé ici, je pense pour le sujet, parce qu'il y avait une remise en cause du grand monument culturel qui est Robert Lepage. Je parle des gens qui étaient considérés comme des moins que rien, entre guillemets, on s'entend. Mais je pense que une des raisons pour laquelle ça a fait autant un tollé, c'est que c'était l'été. Et qu'en anglais, on dit « Slow News Day ». C'est un jour de peu de nouvelles. Si ça avait été en septembre ou en octobre, où est-ce que le Parlement vibre et que... Je pense que peut-être ça aurait eu moins d'ampleur, mais puisqu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles, les gens parlaient chaque jour. Ce qui fait que la nouvelle elle-même s'amplifie. Et donc, pour la petite histoire, j'étais approché par l'équipe de Robert Lepage en tant que consultant en histoire. Et les gens pensent toujours que j'en ai toujours voulu à Robert Lepage, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, j'ai jamais vu un problème à ce que Robert Lepage touche à cette histoire-là. Et d'ailleurs, je suis allé. Je veux dire, je me suis rendu, on a discuté ensemble et je lui ai dit, j'étais fier, j'étais content que lui se penche sur cette question-là avec sa créativité. Oui, parce qu'on rappelle, c'est un grand metteur en scène de Robert Lepage. Oui, c'est une sommité, c'est une sommité absolue ici. Et c'est ça qui a choqué les gens, en fait. C'est que des gens qui sont issus de l'immigration de seconde génération ou XY qui décident de s'impliquer sur une dimension culturelle et dire on n'est pas d'accord envers une grande sommité. Je pense que ça a choqué beaucoup de gens, ça. Et donc, j'ai discuté avec l'équipe de Robert Lepage, etc. Et déjà est venue sur la table cette question de la représentativité, de la représentation des femmes réduites en esclavage. Je leur avais demandé s'ils avaient des personnes noires pour jouer le rôle. On m'a dit non. Je leur ai dit c'est un problème. Vous avez senti déjà qu'il y avait un problème là? Oui, ben eux m'ont dit non, parce qu'en fait, la réponse qu'ils donnaient, c'est que l'art ou le théâtre, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de jouer quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai dit,
écoutez, c'est un problème, mais j'ai quand même continué ma collaboration. Et quand j'ai vu les premières représentations, avant que ça sorte, avant même l'avant-première, je me suis retiré du projet. Parce que j'ai dit, écoutez, j'ai un malaise. Je leur ai expliqué pourquoi j'ai un malaise. Pour ça, mais il y avait d'autres éléments aussi dans la pièce qui me rendaient mal à l'aise. Je dis, écoutez, je m'en retire. Et quand vous allez la faire, vous faites sûr qu'il va y avoir un tollé. Et pensez même pas le faire aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ça va être encore plus gros. Et effectivement, le jour où c'est sorti, il y a eu des manifestations. Les gens se sont positionnés contre le traitement fait à ces chansons-là. Et donc... Oui, il faut rappeler aussi, c'est important pour nos lecteurs, que c'est le problème des chants qui a posé problème également. Oui, et donc, et c'est ça l'explication, c'est que ce sont des femmes blanches qui chantaient les chants d'esclaves noirs, mais habillées en esclaves noirs. Et donc, le problème, mon problème dans tout ça, le problème pour bien des gens, c'est qu'on a décidé de déracialiser une entreprise raciste. C'est-à-dire que ces femmes et ces hommes et ces enfants qui ont été réduits en esclavage par millions l'étaient parce qu'ils étaient noirs. Et donc, d'extirper la dimension noire de ce contexte-là, c'est pour moi un manque de respect aux personnes qui ont créé ces chants-là pour se donner du courage, pour s'accompagner, pour pouvoir communier, pour pouvoir avoir ce lien-là. Et donc, il y a cet aspect où on a voulu tourner en activité mondaine la souffrance des gens. Alors, on en vient forcément à la question de l'appropriation culturelle. C'est une question fondamentale. Parce qu'elle en appelle à la liberté d'expression, elle appelle au politiquement correct ou au politiquement incorrect. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que des acteurs noirs peuvent jouer des rôles de blancs? Est-ce que l'inverse est possible? C'est une vraie question. Je voudrais vous entendre là-dessus. Plus largement par rapport à cela, comment ça peut se passer maintenant? Écoutez, selon vous? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Bien des gens, je les entends déjà pas être d'accord, mais je m'en fous. Vous comprenez? Et pour moi, on ne peut pas retirer ce qui se passe par rapport à l'histoire, à la trame historique. Et donc, avec la colonisation de l'Afrique, de l'Asie, des Amériques, avec la mainmise eurocentrée des cultures, du film, etc., pendant plusieurs décennies, que ce soit à la télé, au cinéma, ou même si on va aller au théâtre, c'était toujours des personnes blanches qui jouaient des personnes noires. Le blackface, des personnes asiatiques, on appelle ça le yellowface, des personnes autochtones, le redface. Donc même ces gens, à propos de qui on raconte l'histoire, n'ont même pas de voix au chapitre. Et donc, maintenant, c'est fini. On a décidé que non, on ne peut plus faire ça. Et donc, à partir du moment où on dit, mais une personne noire ne peut pas jouer une personne blanche, on n'est pas dans le même registre historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même impact, il n'y a pas la même lourdeur historique. On ne peut pas s'en dégager. Donc, moi, qu'une personne noire joue une personne blanche, ça ne me dérange même pas parce qu'ils ne portent pas ce même bagage historique. Et donc, voilà où je me situe. Voilà, vous faites vraiment une différence entre les deux par rapport à ce bagage. Voilà. Alors, vous parlez de blackface notamment. Quelle a été votre réaction sur la photo qui a été extirpée de Justin Trudeau? Qu'est-ce que ça vous a inspiré le jour où vous avez vu ça? Vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Écoutez, moi, la vérité, je me suis dit, c'est niaiseux. C'est niaiseux, mais je ne m'en suis pas inquiété pour autant, dans le sens que, oui, c'est con, oui, on ne devrait pas faire ça, mais je ne veux pas couler Justin Trudeau parce qu'il y a 20 ans, il s'est déguisé en noir. Oui, on n'est pas d'accord avec ça. Mais au-delà de ça, on ne peut pas en faire quelque chose. Et il faut toujours se rappeler que c'est sorti dans un contexte électoral. Il y a une raison pour laquelle cette photo-là, elle est sortie, et c'est pour lui nuire dans un contexte électoral. Et c'est la raison pour laquelle, quand la photo est sortie, j'ai refusé toutes les demandes d'entrevue qu'on m'a demandé. Vous me disiez que vous aviez été beaucoup appelé pour réagir là-dessus. Ouais. Ah oui, j'ai passé ma journée à réagir sur ma non-réaction. Et même les gens ont publié ma non-réaction. Et ce que j'ai dit, c'est que je ne veux pas subordonner cette question-là à la question électorale.
Vous voulez qu'on parle de blackface? On va en parler à un autre moment dans l'année sans problème. Voilà. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que ces médias vous appellent dans l'année, qu'il n'y a pas une actualité là-dessus pour vous exprimer justement pour ces questions qui sont assez fondamentales pour vous? Mais exactement. Et je veux dire, il y a eu d'autres questions de blackface et de racisme dans nos médias ces dernières années. Et à chaque fois, les gens nous disaient « Ah non, mais là, vous exagérez. Ah non, mais là, ça va. » Puis donc, tout le temps, on banalisait. Et là, tout d'un coup, en contexte électoral, Justin Trudeau, c'est plus banal tout d'un coup. Et donc, moi, j'y vois une certaine hypocrisie du côté des médias et des politiques, parce que quand ça fait leur affaire de s'insurger, ils s'insurgent, mais sinon, quand il est temps d'en traiter pour vrai, puis aller dans le fond de l'histoire, mais là, c'est pas le moment. Donc, quand nous, on décide de mettre ça sur la table, ça ne fait pas partie de l'agenda, entre guillemets. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu participer, parce que je ne voulais pas moi-même me subordonner à cet agenda et rentrer dans le contexte que eux voulaient. Je parle de tous ces médias, etc. Et donc, pour moi, au final, Justin Trudeau, là, il a fait ça il y a 20 ans. Oui, c'est con. Est-ce qu'on peut le pointer du doigt? Oui, mais il y a des choses plus importantes pour lesquelles on peut le pointer du doigt, notamment ses politiques en environnement, etc. Je veux dire, il y a autre chose aussi dont on aurait dû parler dans le contexte électoral. Une question, aujourd'hui, quel regard portez-vous par rapport à la classe politique québécoise et plus largement fédérale et canadienne sur ces questions qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous estimez qu'il y a des choses qui sont faites en termes d'éducation, de prise de conscience pour vous, selon ce que vous en pensez? Ben, ça dépend où se constitue, mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Bon, récemment, le gouvernement fédéral a débloqué beaucoup d'argent dans le cadre de la décennie j'ai oublié le terme, désolé, la décennie de commémoration des personnes africaines et afrodescendantes. Pour ce qui est du provincial, écoutez, on vient d'élire un gouvernement raciste, xénophobe et islamophobe. Il faut le dire. Donc moi, j'attends rien de ce gouvernement-là. C'est ce que vous pensez aujourd'hui du gouvernement qui a été élu? C'est ce que je pense du gouvernement de François Legault. Un gouvernement qui a fait sa campagne sur la peur de l'immigration, sur la peur de l'islam, qui a créé un problème et qui a joué sur ces peurs viscérales, qui l'a transformé en xénophobie, en islamophobie, et qui a été porté au pouvoir. Parce qu'à notre époque, on a banalisé le racisme. On a banalisé ces intolérances-là, la xénophobie. Ça. Avant, c'était quelque chose qui était honteux. Maintenant, on le passe sous le chapeau de la libre expression. C'est comme si le racisme était devenu une opinion. Le racisme, c'est pas une opinion. C'est une idiotie. On ne peut pas être à moitié raciste ou un petit peu raciste. Le racisme, ce n'est pas une opinion. Et malheureusement, on l'a normalisé, ce qui nous a amené à avoir un gouvernement raciste au pouvoir, et pas seulement ici, on voit un peu partout dans le monde, cette normalisation, cette banalisation du racisme nous amène avec ces gouvernements populistes qui finalement passent des lois racistes. J'ai envie de vous poser une question, vous êtes extrêmement engagé sur ces questions, j'ai envie de vous dire, forcément, est-ce que vos jours, vous avez envie de rentrer dans la politique? Peut-être, au niveau du Québec ou fédéral, parce que forcément, on vous sent extrêmement convaincu de ce que vous dites. Ouais, ça vous a traversé l'idée, ça, Webster, ou pas? J'ai déjà pensé plus jeune, j'étais approché par plusieurs partis aussi. Et là, mais très médiatisé. Oui, mais au final, j'ai décidé que non, parce que souvent, on s'imagine que la seule finalité, c'est la politique. C'est-à-dire que ce soit pour des artistes, que ce soit pour des militants, ou XY, à un moment donné, les gens font des choses, puis on dit, bon, comme si le passage obligé, c'était ensuite la politique. Mais la politique n'est pas l'épitome de nos sociétés, c'est pas l'épitome civilisationnel. Je veux dire, il y a autre chose à faire que la politique, il y a autre chose à faire pour contribuer au changement des mentalités. Et pour ma part, je me sens plus utile à faire ce que je fais en ce moment, à travers l'histoire, à travers le rap, à travers mes interactions, qu'aller au Parlement puis m'asseoir sur une ligne de parti. Parce qu'il y a ça aussi. Et, je veux dire, pour l'instant, il n'y a aucun parti qui me parle réellement. Et donc, bien sûr, la porte n'est pas fermée.
Du moins, la porte est fermée, mais pas barrée. Et alors, pourquoi pas monter votre parti à vous? Si aujourd'hui l'offre politique ne vous convient pas sur ces questions, Ouais. vous n'auriez pas un jour pensé monter votre formation politique? Ça pourrait être une alternative, mais Quelque chose de plus citoyen peut-être? ouais, mais j'ai d'autres aspirations en termes de créativité et de temps aussi. Je veux dire, ça prend du temps. Et j'ai pas cette grande passion de la politique partisane. Je veux dire, j'aime mieux mettre mon temps sur ce que je fais en ce moment. Et quand il y a des familles qui viennent me voir, qui me disent, écoute, on a lu ton livre sur le premier esclave, on a eu des discussions avec les enfants, ben, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus que si j'avais été assis sur un banc au Parlement. Et c'est pas pour dénigrer les gens au Parlement. Il y a des gens qui font un travail superbe, d'autres pas. Mais toutefois, je pense que chacun est dans sa branche. Et je pense pas que ma branche soit la branche politique. Je vous dis ça maintenant, on s'en parlera dans 20 ans. Mais pour ma part, j'aime mieux ce que je fais en ce moment. Une question, j'ai 2-3 questions encore. Parlons un peu de France. J'imagine que vous suivez ce qui se passe en France. En ce moment, les marches contre l'islamophobie, le port du voile qui avait créé une énorme polémique. Plus généralement, quelle idée vous faites de la France? Quel regard portez-vous dessus? Écoutez, moi je pense qu'il y a une islamophobie qui s'institutionnalise. Et moi j'ai l'impression, et malheureusement au Québec on importe un peu ces caractères qu'on retrouve beaucoup en France. On essaie d'importer ces débats-là. Quand il n'y a pas ce problème, il n'y a pas de problème en fait. Mais on importe cette dimension-là. Mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup ce culte de la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité remplace le dogme religieux, mais les gens le portent comme une religion. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de prosélytisme laïque, il y aura beaucoup d'incompréhension à travers la laïcité. On va voir les gens qui croient comme l'autre, comme des niaiseux, entre guillemets. Et donc, il y a cette espèce... Est-ce que ça n'appelle pas finalement la radicalisation des deux côtés en France, peut-être frange identitaire, et puis aussi la frange des frères musulmans, qui sont extrêmement durs sur l'application de la religion. Est-ce que vous pensez que ça radicalise aussi ces questions-là des deux camps? Ben écoutez, je pense que cette islamophobie, puis je veux dire, on l'a vu avec les députés du RN maintenant, mais on l'a vu qui insulte la dame avec un voile, qui accompagne les enfants pour démontrer l'exercice démocratique, et on tombe sur cette femme. Je trouve ça malheureux. Et je pense qu'il y a une grande intolérance, et cette intolérance-là, bien sûr, exacerbe le sentiment des gens. Et je veux dire, on peut pas... Mon impression, je ne suis pas français, et je veux dire, je vois ça de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, on a envie d'avoir votre regard. C'est juste pour avoir votre regard sur ces questions-là. Je pense qu'on ne peut pas l'extirper du passé colonial de la France. On ne peut pas l'extirper de la condition dans les cités et dans les banlieues, où les gens ont de la difficulté avec la mobilité sociale, où est-ce que leur code postal devient quasiment une condamnation. Oui, vous parlez de discrimination d'embauche. Et donc, je disais même, bien sûr, j'ai oublié son nom, là, je sais qu'il y a 2 O dans son nom, mais un monsieur qui a déposé un projet pour faire plus de bibliothèques. Un projet de 48 millions d'euros pour qu'il y ait plus de bibliothèques. Borloo. Je crois que je ne sais plus, mais oui, ancien ministre. Oui. Donc, pour qu'il y ait plus de centres culturels, plus de bibliothèques dans les cités, pour donner un meilleur accès à ces jeunes-là. Et je pense qu'il doit y avoir une plus grande mobilité sociale, une plus grande présence sur les écrans. Tu sais, souvent on parlait que, pour une personne racisée en France, ça peut être soit footballeur, soit rappeur ou humoriste. Eh bien, il faudrait que les gens puissent avoir en tête qu'ils puissent devenir avocats, qu'ils puissent devenir médecins, qu'ils puissent devenir architectes, qu'ils aient ces aspirations-là aussi. Et donc, pour ma part, je pense que c'est la merde. Mais vous pourriez intervenir en France, par exemple, dans les sites de ce qu'on appelle les quartiers sensibles aujourd'hui. Vous êtes peut-être déjà venu aussi en France, non, sur ces questions-là? Je connais de ces quartiers. Seine-Saint-Denis et d'autres, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, je connais de noms, j'ai visité quelques-uns de ces quartiers-là, mais j'ai pas cette légitimité-là. Moi, je suis d'ici, je suis du Québec, du Canada, j'ai ma propre vie, je peux pas venir... Pourtant, le rap est beaucoup plus vieux et le hip-hop en France qu'au Québec. Oui, et je veux dire, on a ce langage-là commun.
le hip-hop. Mais j'ai pas de légitimité pour venir dire aux gens comment faire. Je pense que les gens, ils ont assez de gens eux-mêmes pour se dire, eux-mêmes, ils savent comment faire. Je pense que, je veux dire, il y a des gens intelligents partout. Moi, c'est une lecture que je fais de où est-ce que je suis, mais je ne peux pas venir dire aux gens, faites ci, faites pas ça, ou... Alors là, j'avais une dernière question sur l'artiste, après je finirai par ça, le salon du livre de Montréal où nous sommes. En France, il y a des groupes de rap qui sont extrêmement violents dans leurs paroles, qui parfois d'ailleurs sont condamnés pour incitation à la haine, très dur contre les policiers, les forces de l'ordre, même contre la France en elle-même. Quel est votre regard là-dessus? Parce que vous n'êtes quand même pas violent, vous avez des autres armes intellectuelles pour faire passer vos messages. C'est quoi votre regard sur ces groupes de rap? La vérité, moi, ça ne m'émeut pas. Ça ne m'émeut pas dans le sens que la France s'est bâtie sur l'esclavage. Il ne faut pas oublier ça. La France s'est bâtie sur l'esclavage. La France s'est bâtie sur la colonisation de l'Afrique. Bien sûr que les gens portent une colère. Ce n'est pas parce que ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans. Cette disparité-là, sociale, elle vient de quelque part. Et bien sûr que les gens sont en colère. Donc que les gens soient fâchés que quelqu'un qui nique la France, moi, ça ne m'émeut pas. Ça, on pense juste aux violences policières. Je veux dire, les violences policières sont réelles. À chaque fois que les gens se font battre ou se font tuer, tout de suite, on essaie de banaliser. Bien sûr que les gens portent cette colère-là. Je pense à Adama Traoré en ce moment. Oui, grande affaire, Adama. Il a été cause de beaucoup de polémiques. Oui, et sa sœur aussi, qui est présentement sous examen. Eh bien, écoutez, moi, je pense que c'est un système retard. Et je ne parle pas juste de la France. Je veux dire, c'est un système qu'on retrouve un peu partout. Mais écoutez, que les gens sont en colère, je comprends cette colère-là. Puis à partir de ce moment-là, c'est comment est-ce que la colère est articulée. Donc, pour ma part, avant, je faisais un style de rap que j'appelais le terrorisme. Et donc, à travers ce rap-là, c'est un rap qui était, somme toute, assez violent, où je passais ma colère à travers cette violence-là. Toutefois, j'ai trouvé des moyens d'articuler, de transformer ce sentiment-là en autre chose. Et donc, d'en faire un moteur de changement social, mais à travers différentes alternatives. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège que j'ai eu. Et donc, la colère la colère est légitime. À partir de ça, comment est-ce qu'elle est articulée? Ça dépend. Il y a des gens qui ça va plaire, d'autres pas. Et je crois que comme on dit, c'est l'aventure humaine au final. Dernière question, vous êtes un des invités d'honneur de ce salon, cette nouvelle édition du Salon du Livre de Montréal. Et pour la soirée d'inauguration, vous avez lu un texte de James Baldwin. Pourquoi, Webster, ce choix de ce texte? Parce que la thématique du Salon du Livre, c'est se raconter. Et donc, James Baldwin raconte une anecdote ici où est-ce qu'on a refusé de le servir à l'aéroport de Chicago, lui et les comparses. Et l'anecdote, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Et là, quelqu'un est venu le voir après pour leur parler. Puis il dit, hey, t'as pas voulu nous parler avant, puis là maintenant tu veux nous parler, laisse faire. Et je voulais illustrer, en fait, et c'est ce que Baldwin dit. Il dit, pour la civilisation, pour sombrer, on n'a pas besoin nécessairement de personnes méchantes. On a juste besoin de personnes qui n'agissent pas. Et c'est ce que je voulais amener comme message, que l'apathie, de ne pas se positionner, c'est une position en soi. Et donc, les gens qui refusent de prendre part au débat, ils prennent part au débat en ne prenant pas part. Et c'est à travers cette apathie-là, les choses continuent à mal tourner. Et pour moi, j'ai l'impression que toute cette montée populiste de la droite vient, entre autres, ou de l'extrême droite aussi, vient entre autres du fait qu'on a trop voulu le considérer comme une opinion bizarre. Je me place au-dessus du débat, laisse tomber, c'est leur opinion. Ben voilà. Ouais. C'est comme ça, je vois ça. Ne pas faire un choix, c'est un choix. Mais exactement. Et donc, c'est ce que Baldwin dit dans son texte. Donc, l'apathie en elle-même se fait au détriment de ses causes. Une dernière question. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes gens ici à ce salon. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Quelle idée avez-vous finalement du rapport entre les jeunes et la lecture?
vous qui lisez beaucoup aussi, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut être une piste pour peut-être devenir plus citoyen, plus sensible sur toutes les questions sociales, de démocratie, des questions aussi que vous soulevez? Je pense que oui. Je pense que la lecture joue un rôle très important. Et je suis content, moi aussi je suis content de voir tous ces jeunes qui sont là à prendre des livres. Je marchais dans les allées, je voyais des jeunes assis sur le sol en train de lire. Ça me fait plaisir de voir ça. Et je pense que souvent on s'inquiète que les jeunes ne lisent plus, mais à voir le salon du livre aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est faux. J'espère que je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression que c'est faux. Et effectivement, je pense que la lecture peut contribuer à humaniser celui qu'on appelle comme l'autre. Et c'est ça le problème, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est cette autrification, c'est-à-dire de construire des récits nationaux en exergue de l'autre. C'est-à-dire qu'on le construit exclusivement et par rapport à un dit autre. Et c'est ça, j'ai l'impression, le problème. Mais la lecture peut créer des ponts, des livres, ça les ouvre, ça devient plus large et ça permet de joindre deux rives. En tout cas, merci beaucoup Webster pour ce long entretien à Puig. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.